Des bateaux partout, des grands, des petits, des très modernes, des très récents, plein de haute technologie, puis des beaucoup plus vieux. On a un printemps très nautique, il faut bien le dire, en Pays de la Loire, avec des bords de Loire, et puis plus récemment, le départ de la solitaire du Figaro. Autre rendez-vous très important, ce sera du 29 juin au 10 juillet à Nantes, une grande exposition consacrée à la mer qui s'appelle la mer XXL. La mer, l'un des éléments favoris de notre région, à en juger par le nombre de bateaux construits, le nombre d'entreprises de la filière, le nombre d'emplois et l'importance des chiffres d'affaires qui sont générés. Donc le nautisme est une spécificité régionale. Mais au fait, comment construit-on un bateau? Avec quels matériaux? Quels sont ces fameux métiers de cette filière? Et puis, la filière doit évoluer, doit se soucier aussi de l'écologie, dans la façon notamment de déconstruire les bateaux. C'est un élément très important qu'on abordera dans cette émission. On parlera aussi de la façon dont on navigue, dont on emprunte, dont on loue un bateau. Les pratiques ont considérablement changé au fil des dernières années. Pour y répondre, des invités, des reportages. Enquête de région commence. Bienvenue! Nous sommes au Sables d'Olonne, en Vendée. Qui dit Sables d'Olonne dit forcément l'océan, la mer. C'est un élément fondamental, primordial même de la vie locale, de l'économie locale. Il y a beaucoup de bateaux de pêche, le port de pêche est juste derrière. Il y a beaucoup de bateaux de plaisance et on a un grand port de plaisance ici. Et puis c'est le temple de la voile, les Sables d'Olonne. De nombreuses courses prennent leur départ d'ici. La plus célèbre, la plus prestigieuse d'entre elles forcément également, le fameux Vendée Globe. Je vais rejoindre Mickaël, notre pilote aujourd'hui. Bonjour Mickaël. Bonjour Emmanuel et bienvenue à bord. Merci de nous accueillir. De très nombreuses entreprises en Pays de la Loire construisent, fabriquent des bateaux. Voyez ce que représente la filière dans la région. La filière nautique, un secteur très dynamique et les Pays de la Loire en profitent. C'est la deuxième région nautique en France, juste derrière Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est en Vendée qu'est basé l'un des leaders mondiaux de l'industrie nautique, le groupe Beneteau. Entre ce géant et quelques 800 entreprises et structures régionales, les Pays de la Loire comptent près de 7200 emplois. Le secteur se partage entre l'industrie, les ports, les activités touristiques et sportives. En 2016, les Pays de la Loire ont généré plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires grâce à la filière nautique. Donc en Pays de la Loire, vous venez de le voir, on sait faire des bateaux et pas uniquement des gros paquebots du côté de Saint-Nazaire. Jean-Paul Chaplot, bonjour. Bonjour. Triple casquette en ce qui vous concerne, vous êtes vice-président de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Absolument. Directeur de l'entreprise Jeannot, qui fait partie du leader mondial Beneteau. C'est exact. Et président de l'association Plaisance Éco-Responsable. Tout d'abord, le nautisme, ça évoque quoi pour vous? Le nautisme, le premier mot qui peut venir à la bouche, c'est je pense la liberté. C'est de pouvoir amener sur l'eau beaucoup de personnes pour du plaisir, du loisir, de la liberté, une autre façon de vivre. Vous-même, vous naviguez beaucoup? Je navigue, pas beaucoup, je dois l'avouer, parce que très pris par mes différentes occupations professionnelles. Mais je navigue ou essayer les nouveaux modèles de la marque, ou des fois avec des amis, plutôt du côté de Noirmoutier d'ailleurs, dans les Pays de la Loire. En Vendée, très bien. La mer a longtemps été en fait un lieu de travail, la pêche, la marine marchande, l'armée, la défense évidemment. Le nautisme, lui, le loisir sur l'eau, ça date de quand? Le nautisme a vraiment commencé en France dans les années 60, pour plusieurs raisons. Je pense parce que le loisir devenait important dans le mode de vie des Français. Et il y a eu dans les années 60 des navigateurs très connus, reconnus comme Tabarly, qui ont vraiment donné cette envie d'aller sur l'eau. Et en même temps, il y a eu la démocratisation de la construction des bateaux de plaisance avec l'arrivée du polyester, des matériaux composites. Et dès ces années-là, d'ailleurs, les marques Beneteau, Jeannot commençaient l'une et l'autre en 60-62. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui savent faire des bateaux, vous avez cité évidemment votre marque. Comment est organisée, comment est structurée la filière nautique? Alors, la filière nautique représente l'ensemble des métiers du nautisme. Donc ça commence par les constructeurs et les importateurs de bateaux ou d'autres engins qui vont sur l'eau. C'est aussi l'ensemble de la distribution, que ce soit de bateaux, d'accessoires, etc. Et beaucoup de services, car le nautisme demande beaucoup de services. Pour un bateau, c'est un produit complexe et qui demande quand même beaucoup de services, beaucoup de métiers différents. Donc il y a beaucoup de grosses entreprises, il y a beaucoup de sous-traitants aussi. Beaucoup de sous-traitants, oui. On l'imagine. En termes de chiffres, combien d'entreprises, combien de salariés et quel
Quel chiffre d'affaires tout cela engendre, global? Le nautisme en lui-même en France, c'est plus de 40 000 salariés directs et en chiffre d'affaires 15 milliards d'euros. On pense que ça, c'est les chiffres directs que nous connaissons et que c'est certainement à multiplier par 3 si on induit tous les emplois indirects autour de cette filière. La crise de 2008 a considérablement ralenti l'activité. C'est reparti depuis, ça va mieux? La crise de 2008 a clairement fait un arrêt brutal pour le nautisme en France, mais c'est reparti année après année et on retrouve actuellement les chiffres d'avant 2008. Alors ça a pris du temps, hein, ça n'a pas été des croissances rapides comme dans les années 2000 par exemple, mais ça s'est reconstruit au fur et à mesure parce que c'est quand même une activité, un loisir qui a toute raison d'être et qui est très reconnu. Ça veut dire qu'on vend combien de bateaux aujourd'hui en 2019? Combien de bateaux en 2019? Je n'ai pas les chiffres exacts. Je peux vous dire que la part du bateau neuf, c'est 15% sur l'ensemble. Donc il y a un grand mouvement dans les bateaux d'occasion, dans les reprises de bateaux. Et je crois que c'est dans les 90 000, moins 200 000 unités par an au total. Alors on est sur l'eau, on est sur un élément naturel. Est-ce que l'écologie, on en parle beaucoup dans divers domaines depuis des années, est-ce que l'écologie a sa place dans la construction d'un bateau? Est-ce que les matériaux sont, j'allais presque dire, bio? La prise de conscience est très forte, que ce soit au niveau des instances de la fédération, de tous nos dialogues avec nos partenaires représentant l'État, mais aussi des constructeurs. La prise de conscience est très forte. Après cela, cette démarche va prendre du temps, elle est lancée, prendre du temps parce qu'il y a à découvrir et à éprouver des nouveaux matériaux, notamment dans les matériaux composites. Parce que quand on parle de polyester, quand on parle de fibres de verre, etc., ça ne fait pas très naturel tout ça. On peut le dire effectivement, il n'empêche quand même qu'on le travaille de façon le plus respectueuse possible. On a quand même un encadrement très fort sur ces sujets-là pour éviter des risques de pollution bien sûr, mais des risques écologiques. Donc c'est très encadré. Après, il y a certainement aujourd'hui une difficulté de recyclage. On en parlera peut-être plus tard. Ah justement, on va en parler maintenant. Faites bien. Alors qu'on est juste devant le bateau Sodebo, le bateau le multi-ultime, le multi-trimaran, le dernier né, qui fait 34 mètres de haut sur 32 mètres de large à peu près. Alors justement, on parlait de construction, on parle aussi de déconstruction. Il faut s'en soucier. La région veut devenir un territoire leader, exemplaire sur cette question de la déconstruction et du recyclage des bateaux. C'est balbutiant en Pays de la Loire. On va en parler avec ce reportage de Myriam Ingener et Christophe François. Mais l'objectif national fixé par le gouvernement est quand même considérable, déconstruire 20 000 bateaux en 5 ans, déconstruire ou offrir une nouvelle vie à certaines embarcations. La Baule, le Pouliguen, un port de 850 emplacements, le plus grand de Loire-Atlantique. Pierre-Nicolas Roy est maître de port. Il a dû réserver un espace particulier pour les bateaux délaissés. Ce bateau-là, c'est un héritage. Les enfants n'ont clairement pas les moyens de s'occuper de ce bateau. Celui qui suit, c'est une veuve qui ne veut pas se séparer du bateau de son mari. Et puis le troisième, c'est un bateau, pareil, c'est des héritiers qui refusent de s'occuper d'un bateau de ce type-là. Ces bateaux ne navigueront plus. Les autorités portuaires ont engagé des procédures de déchéance de propriété auprès de la préfecture. Ensuite, libre à nous d'en faire ce qu'on en veut. Alors peut-être les vendre aux enchères pour un euro symbolique, les donner à une société qui fait de l'hébergement insolite parce que ça existe aussi. Ou alors, dernière solution, c'est la destruction. La destruction de bateaux, une activité quasi inexistante dans les pays de la Loire. Or, depuis le 1er janvier, l'industrie nautique a pour obligation de créer une filière de déconstruction des bateaux hors d'usage et de prendre en charge le coût de la démolition. 25 000 unités en 5 ans. Une filière que souhaiterait intégrer Pierre-Yves Robin. Jusqu'ici, son entreprise ne traitait que quelques bateaux par an, comme cette embarcation échouée sur la plage de la Baule cet hiver. C'est l'assurance finalement du propriétaire qui nous a appelés pour évacuer le bateau. Donc déjà de l'évacuer de la plage parce qu'on n'a pas le droit de la laisser. Et puis après de proposer faire une proposition de déconstruction du bateau. Tout ce qui est aluminium, acier, les balcons, des choses comme ça va être recyclé. Ça a une valeur, c'est-à-dire si c'est bien trié,
on peut le valoriser. Et puis après, environ 60% de la masse du bateau, c'est du composite. Et ça va être écrasé, broyé et pour le moment enfoui. Enfouissement en France ou à l'étranger. Que faire des matériaux non recyclables? La réponse n'est pas dans les pays de la Loire, mais en Bretagne, près de Brest. Cette entreprise détruit 120 bateaux de plaisance en fin de vie chaque année et espère tripler ce chiffre l'an prochain. Elle a répondu à l'appel d'offres pour intégrer la toute nouvelle filière de déconstruction. Ici, le composite est traité. Ces morceaux de résine, de polyester vont être incorporés dans la chaîne. Ils vont être broyés. Par la suite, nous avons tout un process de machine qui va nous permettre de créer un combustible, donc un produit fin qui répond à des normes strictes et qui sera consommé par des cimentiers pour par la suite produire du ciment. Là, on retrouve les fractions du bateau, donc composées de résine. On va retrouver de la mousse également, du bois et également du plastique. Ces produits-là ont été mélangés également avec nos déchets provenant de l'industrie et également des grandes surfaces. Donc ça fait un combustible qui va être utilisé en chaudière par la suite. Le recyclage des voiles, lui, a le vent en poupe depuis de nombreuses années, comme ici, à Trignac. Alors ça, c'est une voile qu'un particulier nous a déposée ce matin, une voile déchirée apparemment. Avec Bruno, on va la découper grossièrement en grands morceaux qui après vont être lavés pour enlever le sable et le sel. Et ensuite, elle sera envoyée à Saint-Nazaire où elle sera traitée du coup pour constituer les sacs. Des lettrages qu'on peut conserver là sur le sac. Dans cet atelier d'insertion professionnelle, les voiles trouvent une seconde vie. L'établissement a créé sa propre marque. Entre 300 et 400 sacs sont produits chaque année et vendus sur Internet. Le produit plaît. Cette boutique s'est même spécialisée. Elle propose une gamme élargie en voiles recyclées, appréciée par les consommateurs. Ils se rendent compte qu'on peut lier le côté mode, pièce unique et en même temps le recyclage et le fait que les voiles aient une vie, naviguer, c'est ce qui les attire aussi. Une autre vie après la navigation pour les vieux bateaux. C'est ce qu'a imaginé ce chantier naval installé près de Nantes il y a 2 ans. Un concept inédit. Ici, les épaves, données ou récupérées pour 1 euro symbolique, deviennent lieu d'hébergement. On récupère des voiliers de vedettes plutôt fin des années 70 aux années 90, de 6 à 14 mètres, et on les récupère à moins de 150 km de notre site de production pour essayer de les remettre en hébergement touristique insolite dans les pays de la Loire. Dernière création en date, ce voilier, un Mopelia de 9 mètres en cours d'aménagement. Il faut 450 heures de travail pour transformer de vieux voiliers en pied-à-terre de charme. Là, l'idée, ça a été d'ouvrir le bateau un maximum pour avoir le plus grand espace à l'intérieur. Donc du coup, on a pu faire des modifications sur les cloisons. On a réouvert en fait toutes les cloisons en essayant de garder un cintre qui correspond à celui du roof et de la coque. Donc on conserve une couchette 2 places à l'avant et on garde 2 couchettes latérales dans le carré. Ensuite, on a fait des petits aménagements. On s'est permis de faire un petit fauteuil là où on avait anciennement les toilettes. On a pu faire voilà, des petites étagères ici aussi. Et puis on a conservé le coin cuisine tel qu'il était. La jeune entreprise revend ses créations entre 15 et 20 000 euros à des particuliers ou à des campings proposant des hébergements insolites. Une solution de réemploi des bateaux de plaisance regardée de près à l'heure du vieillissement du parc nautique français comme une alternative à la déconstruction. Alors Jean-Paul Chaplot, quand vous voyez ces images de déconstruction de bateaux, donc c'est l'avenir, mais on se dit quand même qu'on est en France en avance, mais en Pays de la Loire un petit peu en retard. Non, oui et non. La France est en avance, mais je vais juste reprendre un peu l'histoire de la déconstruction des bateaux de plaisance. La fédération s'en est occupée depuis les années 2000, depuis plus de 15 ans.
mais de façon en test, en laboratoire, et avec surtout des plaisanciers qui acceptaient eux-mêmes de payer cette déconstruction. La grande évolution qui a été faite, c'est la mise en place de cette nouvelle association il y a 1 an, une association éco-responsable, et qui a donc qui réunit l'ensemble des metteurs sur le marché, constructeurs et importateurs, et qui organise une filière. Et cette filière va permettre à des plaisanciers propriétaires de bateaux en fin de vie d'avoir une solution de déconstruction proche de chez eux et qui sera gratuite. C'est pour ça qu'elle est exemplaire, cette filière? Elle est exemplaire d'abord parce que c'est la première... Dans cette philosophie, hein. Dans cette philosophie, oui. Et c'est effectivement la première aujourd'hui en Europe et au monde qui se met en place. Alors à quelle échéance en Pays de la Loire on va pouvoir la déconstruire? Alors nous commençons actuellement dans d'autres régions françaises, actuellement à l'instant T, en début juin. Et les Pays de la Loire, ça va être le mois suivant. En juillet, nous serons prêts avec un premier centre à Saint-Nazaire-Montoire. Et bien sûr, nous aurons un centre à minimum par département. Donc je pense qu'avant fin 2019, les Pays de la Loire sera aussi couvert pour répondre à ce besoin. Donc ne sera pas en retard. Pour moi, les Pays de la Loire ne sont pas en retard. Merci beaucoup. C'est quelques mois, c'est derrière. Merci Jean-Paul Chapelet de nous avoir dit plus donc, sur cette filière plaisance éco-responsable. On va continuer de se promener quelques instants, puis on va quitter l'océan avant d'y revenir pour aller sur un chantier vendéen, le plus connu de tous. Hervé Gastinel, bonjour. Bonjour. Directeur général du groupe Beneteau. Merci de nous accueillir ici au Poiré-sur-Vie, dans l'une de vos usines. Il y en a plusieurs. Il y en a une à Dompierre-sur-Yon, juste à côté. Ici, nous sommes au Poiré, donc tout près de La Roche-sur-Yon. 1884, naissance du groupe par un certain Benjamin Beneteau, qui a donné donc son nom à la marque. 1982, vous devenez leader mondial. Aujourd'hui, c'est 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 8,5% de croissance, 7400 salariés dans le monde. Les chiffres sont plus impressionnants les uns que les autres. Comment on devient leader et surtout comment on le reste? Eh bien, c'est une histoire déjà de long terme, puisque nous sommes un groupe d'entrepreneurs, comme vous l'avez rappelé, démarré en 1884, qui a traversé différentes crises, mais qui a su constamment investir et se développer en misant sur l'innovation, sur le développement des produits et des services. 2008, il y a eu une grave crise qui a touché tous les secteurs, dont le vôtre, la filière nautique. Est-ce qu'aujourd'hui c'est oublié ou alors vous en portez encore les stigmates? Il y a encore des choses à réparer. Est-ce qu'on peut monter à bord, s'installer quelques instants? Parfaitement, allez-y, je vous suis. C'est un magnifique Océanis 55, donc on va le découvrir. Donc 2008, la crise, depuis tout est résorbé, tout est revenu dans l'ordre? Oui, parce qu'on a dépassé le chiffre d'affaires d'avant la crise, donc ça c'est un bon signe. Ça montre que le groupe a été capable de revenir à un niveau même supérieur. Certaines années, le chiffre d'affaires était divisé par 2. Juste après la crise, effectivement, c'est un métier assez cyclique, avec des hausses et des baisses assez fortes. Mais ça y est, on a retrouvé un niveau plus élevé que ce qu'on avait juste avant cette crise. Donc vous avez conforté votre place de leader mondial. Est-ce que ça veut dire que la concurrence est tellement loin derrière que vous ne la regardez pas, vous ne vous en souciez pas? Surtout pas. On est dans un métier très concurrentiel, donc on a à la fois beaucoup de respect pour nos concurrents, et puis c'est aussi une façon de s'étalonner, de vérifier qu'on est suffisamment innovant, attractif, que nos coûts de revient aussi sont suffisamment bons pour que nos clients se retrouvent avec le meilleur produit au meilleur prix. Donc c'est toujours très important de suivre ce que fait la concurrence. Les concurrents, ils sont quoi? Ils sont asiatiques, ils sont américains, ils ne sont pas français? Il y a beaucoup de Français, notamment dans la voile. Ce sont des groupes très performants, qu'on trouve d'ailleurs pas loin d'ici. On en trouve aussi beaucoup aux États-Unis. Pas loin, c'est en Bretagne et du côté de Bordeaux? Non, on en trouve également dans les Pays de la Loire. Et puis on en trouve beaucoup aux États-Unis, comme je le disais, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Donc on ne manque pas de concurrents. La philosophie de Beneteau, elle est la même qu'à l'origine? C'est-à-dire des bateaux pour le plus grand nombre? Je pense que oui. La grande innovation... Ah, vous n'êtes pas sûr? Je pense que oui, c'est pas sûr. Si, parce que dans la durée, c'est ce qu'on a démontré. Et ce qu'on a démontré, c'est que ce métier qui était un peu réservé à une élite il y a encore 50 ans est devenu un produit beaucoup plus accessible au grand nombre. Ça veut dire que c'est très populaire aujourd'hui?
d'avoir un bateau? Ça reste quand même onéreux, mais on offre de nouveaux services, de nouvelles formules qui permettent aujourd'hui pour consommer du nautisme différemment. Exactement. On en parlera avec Yannick Aimé, au Sable d'Olonne. On va retourner le voir dans quelques instants. Aujourd'hui, vos recherches, vos innovations, elles portent sur quoi? Parce que là, on a l'impression qu'il y a tout le confort moderne, le numérique est là, il y a des écrans. Qu'est-ce que vous pouvez mettre de plus? Pour moi, il y a 3 grands secteurs d'innovation sur lesquels le groupe travaille et doit encore progresser. Je dirais d'abord, il faut simplifier l'usage. Ça, c'est très important, notamment sur les manœuvres. C'est compliqué de manœuvrer un bateau, surtout quand on est dans un port. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour simplifier l'utilisation du bateau est fondamental. Et donc là, la technologie nous aide beaucoup. Le deuxième sujet qui me paraît important, c'est les enjeux environnementaux. On est des bateaux avec des moteurs, il n'y a pas que des voiliers, donc les consommations sont des sujets importants pour nous et pour nos clients. Je pense que aussi la recyclabilité de nos bateaux, la fin de vie des bateaux, comment on déconstruit un bateau. On en a parlé avec Jean-Paul Chaplot. Oui. Voilà. Et puis le troisième grand thème pour moi d'innovation, c'est continuer à faire que chaque bateau, tout en se ressemblant, soit personnalisable. Et aller de plus en plus loin dans la personnalisation des bateaux, de manière à ce que chacun puisse le configurer. Selon ses Donc le bateau du futur, il réunira ces 3 critères. Aujourd'hui, sur le 9000 bateaux, vous sortez quasiment 10 000. La proportion entre les bateaux à voile et les bateaux à moteur, quelle est-elle? Cette année, on est à peu près sur 50-50 en termes de chiffre d'affaires, donc c'est assez réparti. On sent néanmoins qu'il y a une tendance de fond vers les bateaux moteurs qui est plus importante au niveau mondial. Pour autant, le groupe Beneteau est leader mondial depuis de nombreuses décennies maintenant dans la voile, aussi bien dans la voile monocoque que dans le catamaran, le multicoque. Et puis on est devenu aussi leader mondial dans les bateaux moteurs de 10 à 20 mètres. Et on est numéro 2 mondial dans les bateaux hors bord. Donc vous voyez que même si notre origine est davantage vers la voile, on est aussi devenu un acteur puissant dans le moteur. Quelque chose qui pêche quand même, vous avez du mal visiblement à recruter, vous n'êtes pas les seuls. Pourquoi il y a un problème alors qu'il y a de l'emploi, il y a des débouchés, le secteur est toujours en devenir, pourquoi vous avez du mal à recruter? D'abord parce qu'on recrute énormément, c'est la 3e année au cours de laquelle on va recruter à peu près 500 personnes, donc c'est beaucoup. C'est des volumes ou des effectifs importants à trouver, à former, à intégrer sur nos chaînes de production en particulier, puisque c'est surtout les métiers de production qui nous occupent. C'est à quel profil vous recherchez? On recherche tout profil, surtout des profils, je dirais, de production liés au métier du composite, au métier de la stratification, mais aussi du montage, que ce soit les ébénisteries ou bien tous les métiers de la mécanique. Donc on est assez divers dans nos métiers. On utilise aussi beaucoup des écoles de formation et puis on passe par des partenaires extérieurs et je crois que vous allez rencontrer bientôt le campus des métiers du nautisme. Je pense qu'on trouvera des futurs candidats, des futurs salariés peut-être du groupe. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Hervé Gastinet de nous avoir expliqué la philosophie inchangée du groupe Beneteau et l'état actuel de l'entreprise. Donc la filière, on l'a compris, recrute aussi bien les grosses entreprises comme la vôtre que les plus petites, des sous-traitants sans lesquels les grandes entreprises ne pourraient pas travailler. Toutes en tout cas rencontrent le même problème, à savoir des difficultés pour embaucher une main-d'œuvre qualifiée. Un secteur, vous allez le voir, sur lequel le Conseil régional des Pays de la Loire veille particulièrement. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'un des 16 ports vendéens, un territoire qui compte dans le monde de l'industrie nautique et qui ne demande qu'à se développer. Preuve en est, l'une des quelques 300 entreprises de la filière. En 10 ans, elle a doublé son effectif. Ici, on fabrique des abris en métal et en toile imperméable pour les ponts de navires. Des produits haut de gamme qui nécessitent des savoir-faire particuliers, comme celui de piqueuse. C'est des grosses toiles, c'est quand même assez lourd, c'est très important, ça peut faire 20 mètres carrés si pas plus. C'est vrai que pour les épaules, les bras, c'est pas trop évident à manier, à tourner. Piqueuse, soudeur, des métiers indispensables à la bonne santé de cette entreprise. Aujourd'hui, 25% de son chiffre d'affaires se fait à l'export. L'objectif à moyen terme serait de passer à 50%, un objectif atteignable si et seulement si les emplois qualifiés sont au rendez-vous. Sur une longue période, on voit bien qu'il y a des personnes qui vont partir en retraite. Donc on a un double effet. D'une part, remplacer les personnes qui partiront en retraite, que ce soit en opérationnel, production, ou en conception produit, ou en commercial. Et il faut aussi assurer la croissance, puisque le marché du nautisme a quand même connu une certaine reprise depuis 2-3 ans.
Une reprise que la région des Pays de la Loire veut accompagner, favoriser l'emploi est l'une des 10 actions pour renforcer la place du nautisme. Chaque entreprise est différente par sa taille, par son développement. Donc on fait du sur-mesure. C'est par exemple pour une entreprise qui a un besoin de recrutement, c'est la mise en place d'une formation courte de 400 heures par exemple, qui peut être d'ailleurs doublée à 800 heures pour les entreprises de moins de 20 salariés. L'enjeu est de taille. Les Pays de la Loire sont la 2e région française du secteur. 2e région derrière PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous voyez là des jeunes en formation mécanique. Nous sommes de retour au Sable d'Olonne dans un lycée professionnel, le lycée Tabarly, qui forme à différents métiers de l'industrie nautique. Ce lycée qui abrite également le campus régional. Et voici la directrice, Martine Dupuis, bonjour. Bonjour. Qu'on comprenne bien, ce campus régional et le lycée, c'est la même mission, mais ce n'est pas la même structure. Exactement, donc en fait le campus est porté par la région et le rectorat au service de tous les apprenants de la région des Pays de la Loire. Mais il sert à quoi ce campus concrètement? Alors, il sert à fédérer les acteurs autour de projets en lien avec les formations, dont l'objectif est vraiment de faire en sorte d'adapter les formations, l'offre de formation, les parcours de formation aux besoins des entreprises du secteur, du secteur ligérien. Ça veut dire que c'est vous, Martine Dupuis, directrice du campus, qui est en lien permanent toute l'année avec les différentes entreprises du secteur, les grosses comme les petits, les sous-traitants, pour savoir les formations dont ils ont besoin? Exactement. Alors c'est un des axes des campus, ce n'est pas le seul. On travaille aussi sur le nautisme et l'innovation, puisque à la date d'aujourd'hui, les métiers du nautisme et les formations doivent évoluer de façon concertée et de façon cohérente pour faire évoluer l'ensemble de l'offre de formation et des parcours de formation en lien avec l'émergence du numérique, ou en tout cas le digital. Alors il y a 250 élèves dans ce lycée. Exactement. Qu'apprennent-ils concrètement? Quels sont les différents métiers? On a vu de la mécanique, il y a de la chaudronnerie et de la menuiserie un peu plus loin. Là, il y a de la plasturgie. Expliquez-nous un petit peu qui fait quoi? Quels sont les métiers qu'on apprend? Ici au lycée Éric Tabarly, c'est un lycée des métiers. Donc lycée des métiers, ça veut dire qu'il y a des élèves en formation initiale, il y a des apprentis et il y a des stagiaires en formation continue. Donc les différents métiers sont la maintenance nautique, qui apprend finalement tous les métiers en lien avec le bateau, donc la mécanique, la castillage, le gréement, la mécanique bien évidemment, et puis la plasturgie. Où on a un groupe là, de stagiaires en formation continue, donc, qui est formation dispensée par le Greta de Vendée, organisme de formation continue, et ce sont un groupe de stagiaires, pour le chantier naval Privilège Marine. Alors on a bien compris, tous vont trouver a priori du travail, puisque vous les formez à des métiers dont ont besoin les professionnels du nautisme. Vous refusez des élèves? Je veux dire, c'est une branche qui est en plein développement? Alors, on a un taux de pression, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en fait le nombre de places pour le nombre d'élèves, qui est important sur ces filières-là. En tout cas, il y a une réelle volonté, un réel intérêt du fait du métier en tension. Bon. Les métiers du nautisme sont des métiers en tension. On l'a abordé avec différents invités juste avant de venir vous voir. Il y a eu cette crise de 2008 qui a plombé un petit peu le milieu du nautisme. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut relancer la machine? Est-ce que pour vous, c'est plus dur parce qu'il y a eu moins d'élèves, du coup il y a eu moins de besoins? Il faut à nouveau se faire connaître? Oui, il faut à nouveau se faire connaître et puis orienter les élèves dès le collège pour leur faire connaître et leur faire découvrir le métier. Et c'est l'un des axes forts du campus, c'est-à-dire de travailler sur l'attractivité des métiers. Voilà. Il y a plein de métiers, brevet de capitaine de yacht, licence professionnelle commerce option commerciale, BTS technico-commercial nautisme, etc., etc. On va les parler avec des jeunes en formation, qui sont assez nombreux, et chacun a un parcours forcément différent de celui des autres. Oui, merci beaucoup, Martine Dupuis. On va rejoindre Tatiana. Bonjour mesdames. Tatiana, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ça vous plaît ce que vous faites? Oui. Ouais. Vous avez un parcours original. Vous avez fait 25 ans dans l'esthétique. Vous étiez même patronne de votre salon pendant 6 ans. Et puis après, virage personnel, vente de l'entreprise. Et depuis mars, vous êtes d'ici. Voilà. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Là. Comment vous avez été amené à rejoindre cet atelier? Eh bien, en fait, j'ai eu une proposition de formation, justement. Et comme je ne connaissais pas le domaine nautique, je me suis dit, pourquoi pas. On m'a proposé d'aller voir 2 jours en immersion dans une entreprise pour voir comment ça se passait, le métier. Et puis, quand je suis allée voir, je me suis dit, ça me plaisait bien. Il y avait du travail. Enfin, c'était actif aussi en même temps. Et puis voilà. C'est-à-dire que quelle tête vous avez fait quand, après la vente de votre entreprise, vous êtes allé à Pôle emploi et qu'on vous a parlé de ce métier de stratifieuse? J'ai fait la tête de quelqu'un qui ne connaît rien au boulot. Donc,
Mais j'ai dit, après je suis curieuse, donc j'ai dit pourquoi pas essayer. Il y a des points communs avec l'esthétique? Des points communs, on peut toujours trouver des points lointains communs, mais il y a des choses qu'on peut avoir acquis en esthétique qui peuvent servir après. Du genre? Du genre avoir un toucher plus précis pour sentir tout ce qui est dénivelé, au niveau de la précision, puis peut-être un peu plus de minutie, parce qu'en esthétique, on a tendance à travailler... Donc la précision, le coup de main, l'étalement des pattes. Aussi, oui, parce qu'on a la gestuelle peut-être, un peu plus. Donc 2 mois et demi de formation ici. C'est ça. Ensuite, du travail? Sûr? Oui. Après, je fais 6 mois d'intérim dans une entreprise. Et puis après, on verra. Et après, ça vous inquiète ou pas, au terme de ces 6 mois d'intérim? Ou alors vous êtes sûr de trouver un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée dans une entreprise? L'indéterminé, je pense que oui, on peut trouver en contrat, parce qu'il y a quand même du boulot dans ce métier-là, que ce soit dans cette entreprise-là ou dans une autre. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes dans tous les cas. La reconversion à 45 ans, on va dire votre âge, c'est pas très élégant, mais pas grave, ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que ça peut se faire avec le sourire, ça veut dire surtout que ça débouche sur de l'emploi. On n'arrive pas au terme de la vie professionnelle quand on décide d'arrêter son activité. Non, moi j'estimais justement à 45 ans que c'était le moment ou jamais de pouvoir faire un grand virage, changer complètement d'orientation professionnelle. Et puis ça ne m'a pas fait peur, donc j'ai dit allons-y, de toute façon pourquoi surtout pas. dans un domaine que vous ne connaissiez pas. Oui. Mais... Vous ne naviguez pas, vous n'avez rien à voir avec les bateaux? Non, rien à voir du tout. Je les regarde juste dans l'eau, mais après... Mais non, c'est... au contraire, je me suis dit pourquoi pas, il faut se lancer. Qui ne tente rien n'a rien, donc voilà. Moi, c'est ma façon de voir. Bon, vous êtes contente en tout cas? Vous Oui, avez le sourire, très. ça se voit? De cette nouvelle vie professionnelle qui commence, grâce à l'industrie nautique. Voilà. Très bien, donc vive le nautisme. Voilà, exactement. Très bien. Je vous laisse travailler. Merci. Et puis je vais rejoindre un autre jeune qui est en formation, il est en bac pro lui. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, à présent, je vais m'entretenir avec ces 2 jeunes personnes. Camille, bonjour. Bonjour. Maël, bonjour. Bonjour. Vous êtes en bac pro, tous les deux? Bac Qu'est-ce pro. que vous êtes en train de faire avec ce moteur-là? Expliquez-moi. On est en train de faire un diagnostic pour notre épreuve de bac maintenance nautique. Alors, il faut détecter des pannes, il faut... C'est ça. On a 3 pannes à détecter. Et puis après, on appelle notre professeur et il vient valider ou pas l'exercice. Bon, valider en l'occurrence. Hein, ça doit valider. Ça, c'est le plan pour vous aider? C'est le plan du moteur, voilà. C'est très très clair. Moi, je comprends tout. J'ai vu en passant près des bureaux de la direction du lycée un trophée, un joli trophée, un globe. Il paraît qu'il vous récompense. Qu'est-ce que vous avez fait pour que votre lycée l'obtienne? On a préparé un bateau qui a participé à la Golden Globe Race qui s'est déroulée à partir du 1er juillet 2018. L'an dernier, cette course autour du monde à l'ancienne, sans moyens techniques, moyens technologiques modernes à bord. Et donc qu'est-ce que vous avez fait alors? Pour quel bateau d'abord? Donc on a préparé le bateau de Nabil Amra, donc un skipper américano-palestinien. Et donc on a préparé, on a fait du moteur sur son bateau, de l'accastillage et on a collé les stickers de sa coque. Ouais, accastillage, Camille, qu'on comprenne bien, parce que tout le monde ne maîtrise pas le jargon du nautisme. L'accastillage, c'est tout ce qui concerne la préparation du bateau, donc les mâts, les cordes, tout ce qui est manille, pose de hublots. Toutes les petites pièces en fait qui permettent de faire fonctionner le bateau. Ça veut dire qu'ici, dans ce lycée, vous apprenez aussi bien à travailler sur des voiliers que sur des bateaux à moteur. Tout à fait. On fait électricité, on fait mécanique, on fait réparation de coque, donc stratification, on peut faire de la plomberie, de la chaudronnerie. Et la seule chose qu'on ne touche pas, c'est la voile. Donc c'est un métier à part. C'est ça. Donc c'est quand même très, très complet. Vous avez fait un tour sur le bateau de la Golden Globe Race? Non. Non. Si, on est monté dessus. On n'a pas navigué avec. Ça vous donne envie de naviguer une fois que vous préparez des bateaux, vous travaillez sur les moteurs, vous avez des envies d'ailleurs? Ouais, des fois ça donne envie de voyager. Ouais. La suite pour vous, c'est quoi? Là, donc le bac bientôt, dans 1 mois. Et donc après, rentrer dans la vie active rapidement. Immédiatement. Ouais. Et nous a-t-on dit ici, les 250 élèves du lycée trouvent du travail. Donc ça rend optimiste, ça. Oui. Ouais. Et pour vous, Maël? Pareil, le bac et après la vie active. Ouais. Bonne continuation, bon courage. Merci. Bon, j'ai vu où était la panne, je vous dis rien. Je passe vérifier tout à l'heure. À bientôt, merci à vous.
Alors les chantiers navals en bord de mer, c'est courant, c'est même logique. Ça aussi c'est logique, ça marchera mieux comme ça, je pense, de rien. Sachez qu'il en existe également dans les terres. Il y a aussi beaucoup de navigation fluviale dans notre région, elle est très prisée, je jette un œil quand même, là ça va. Un mécanicien a installé son atelier à Antram, c'est tout près de Laval en Mayenne, et les propriétaires de bateaux sont très nombreux à le solliciter. Non, je dis rien, j'observe. Un chantier naval à la campagne, c'est un peu inattendu. Normal, au bord de la Mayenne, à l'écluse d'Antram, Arnaud Le Mortellec répare les bateaux depuis 4 ans. Et la demande est forte. Ici, il y a toujours des embarcations en cale sèche. Ou presque, bassine obligatoire pour des moteurs qui aiment l'eau. Pour refroidir le moteur, on aspire l'eau par le biais de l'embase. Et on vient refroidir tout le moteur, ce qui fait que après il y a une évacuation qui se fait par l'échappement. Et là, ici, on a un témoin comme quoi l'eau circule bien à l'intérieur du moteur. Accastillage, carénage, aménagement divers, soudure en tout genre, mais surtout mécanique. Et s'il y a des petits moteurs de type hors-bord, il existe aussi des structures bien plus imposantes, comme ce bateau rivière et mer, où l'on pourrait presque parler d'une véritable salle des machines. Là, vous avez 2 gros moteurs Ford 240 chevaux. Et oui, effectivement, on est confiné. Bon, là, les moteurs sont à l'arrêt parce qu'on est à sec. Mais quand vous faites une intervention à flot et les moteurs tournant, il fait chaud là. Car en effet, il n'est pas rare que le mécano des bateaux soit appelé en urgence sur les rivières. Sans oublier des dépannages à domicile, le professionnel mayennais intervient dans une grande partie des pays de la Loire et est normal un peu en Bretagne, sa région d'origine. Voilà, retour sur l'eau dans le port des Sables d'Olonne ici en Vendée. On a un temps magnifique pour naviguer, les conditions sont idéales, la mer est calme même si on est dans le port mais on s'en rend bien compte néanmoins. Tous ceux que vous voyez pratiquer le nautisme ne sont pas forcément propriétaires de leur bateau. Les conditions de navigation ont considérablement évolué ces dernières années, la pratique, la façon de consommer le nautisme, on loue les bateaux plus souvent qu'avant et ce, de plusieurs manières. Bonjour. L'un voulait naviguer, les autres possédaient un bateau. C'est une application nantaise qui les a fait se rencontrer. Cher Maïsi, imaginez comme du covoiturage. Avec un ami, on allait faire une petite sortie à Edic et malheureusement lui ne pouvait pas nous accompagner et il voulait qu'on revienne le chercher et c'était un peu compliqué et il nous a fait la remarque mais tiens c'est bête, s'il y avait un Blablacar de la mer, j'aurais pu te rejoindre demain. L'eau elle est claire en ce moment, c'est incroyable. C'est ce que je regardais, on voit le fond. En termes de tarification, louer un bateau comme celui-ci pour la journée, il faut compter 500 €. Là je suis à 16 € la balade et en plus je suis accompagné. 16 € seulement, car pour rester dans la légalité, le propriétaire ne doit surtout pas faire de bénéfices. 2 ans après, l'application nantaise possède près de 20 000 usagers réguliers et quelques concurrents sur ce créneau du partage. Mais pour les passionnés, les vrais, c'est un autre système qui balbutie en France. Venu des États-Unis, le Boat Club, un lieu où l'on s'abonne pour naviguer à volonté, comptez 4 500 € l'entrée plus l'abonnement à partir de 259 € par mois. Voilà, retour sur le plateau d'enquête de région, plateau un petit peu particulier. Nous sommes sur un bateau du Beneteau Boat Club et j'ai avec moi son président, Yannick Aimé, bonjour. Bonjour. Beneteau Boat Club, quand on dit ça, on a tout et rien dit, c'est quoi exactement? En fait, le Beneteau Boat Club, c'est un nouveau mode de consommation et de navigation. En 2015, la Fédération des industries nautiques s'est posé la question de savoir comment devait évoluer le nautisme et notamment la pratique du bateau, de la plaisance. Et il s'est avéré qu'on allait aller au fur et à mesure vers les boat clubs. Et les boat clubs, c'est quelque chose qui est né aux États-Unis, bien avant, juste après la crise en fait, 2008-2009. Et ça a relancé d'ailleurs. Et ça a relancé le marché américain. La fabrication de bateaux. Fabrication de bateaux. Et la pratique. Et surtout la pratique, parce que ça a apporté aussi beaucoup de nouveaux pratiquants dans le nautisme. Et nous, on avait cette problématique d'une génération vieillissante. Que vous vendiez moins de bateaux? Donc la population vieillissait, donc automatiquement on avait un risque de vendre moins de bateaux et il fallait renouveler cette population de attirer pratiquants. les jeunes, c'était les attirer en les mettant dans un club plutôt que de leur vendre des bateaux. Parce que c'est leur nouvelle façon de naviguer, c'est leur nouvelle façon de consommer. Aujourd'hui, on aime cette appartenance à un groupe, de pouvoir aussi avoir plusieurs pratiques. La pratique aujourd'hui, elle n'est pas exclusive.
elle est plutôt orientée vers de la multi-activité et on aime bien changer. Et on ne veut pas s'embêter non plus avec l'entretien, trouver une place en port. Exactement. 1 kilo sur la place en port, c'est cher une place en port aujourd'hui? C'est pas le prix de la place au port qui... C'est combien une place en port? Une place en port, ça varie entre 500 et 10 000 euros suivant la taille du bateau à l'année, bien sûr. Et on en manque encore aujourd'hui dans la région? Moi, je dirais plus vraiment. On est dans un niveau où la place de port n'est plus une problématique pour pouvoir naviguer et pratiquer la plaisance. Parce qu'il y a les ports à sec qui se sont développés? Parce qu'il y a eu le développement des ports à sec, parce qu'il y a eu aussi à un moment un nombre de bateaux il y a eu une décroissance à un moment du volume de bateaux vendus en bateaux neufs. Certains bateaux, il y a le début de la déconstruction. Donc il y a beaucoup de choses qui ont fait que certains ports aussi se sont, on va dire, mieux organisés, ont retravaillé leur niveau de place de port pour pouvoir créer justement des places supplémentaires. Mais alors, à vous entendre, ça veut dire qu'on remonte le nombre de pratiquants, mais on baisse le nombre de propriétaires. Donc on vend moins de bateaux. Ça va pas faire les affaires de votre groupe, ça? Alors, on ne va pas vendre moins de bateaux. C'est là la différence. Parce que déjà, il y aura toujours un besoin de propriété à un moment. Et avec le Boat Club, en emmenant des nouveaux pratiquants, on va aussi emmener des personnes vers la propriété à terme. Ils testent la pratique, ils apprennent, parce que l'avantage d'un Boat Club, c'est que vous êtes entouré de d'autres membres, vous pouvez partager les expériences, et ensuite décider de quelle orientation vous irez lorsque vous aurez décidé d'avoir la propriété. On avait l'objectif de faire minimum 30 Boat Clubs sous 2 à 3 ans. Aujourd'hui, on est déjà à 17 clubs très bien positionnés. Combien d'adhérents? On sera sur une centaine dans l'été. Ça, les objectifs sont atteints? Les objectifs, la première phase est atteinte. Bon. Est-ce que ça reste pas néanmoins très élitiste, tout ça? Peut-être moins. Vous essayez de populariser, la voile essaie de se populariser, la voile et le nautisme. Enfin, le nautisme essaye de se populariser et aujourd'hui, avoir accès à un bateau, pouvoir découvrir, être formé et avoir plusieurs types de pratiques pour 250 € par mois, c'est moins élitiste que d'autres pratiques, que d'autres clubs et que d'autres pratiques sportives. Merci beaucoup Yannick Aimé. Je vous en prie. On en sait plus sur le Beneteau Boat Club dont vous êtes le président. Alors on a vu l'exemple d'une première plateforme permettant de naviguer avec le propriétaire. Voyons maintenant les autres qui sont mises en place pour louer un bateau sans appartenir forcément pour l'instant tout du moins à un club comme celui qu'on vient d'évoquer. On peut louer un bateau comme on loue par exemple un appartement ou une voiture le temps d'un week-end. Dernière vérification avant location. Donc ça marche. Cela fait 3 saisons que Jean Beuchet loue son bateau, un voilier de 10,60 m. Et pour cela, il a choisi de l'inscrire sur un site internet qui propose des locations entre particuliers. L'avantage, je crois, c'est que là, il y a une évaluation, un peu comme sur Airbnb, du locataire, comme du loueur d'ailleurs. Donc ça permet aux gens de savoir un peu à qui ils ont affaire, et moi ça me permet de savoir également à qui j'ai affaire. Disons que je ne serais pas un client intéressant pour un loueur professionnel, je ne donne pas suffisamment de temps, si vous voulez, de location. Moi c'est simplement pour couvrir mes frais en fait, du bateau, et puis c'est tout. C'est pas pour en faire un business. Comme lui, des dizaines de plaisanciers ont choisi de louer leur bateau sur cette plateforme Click & Boat, qui est aujourd'hui le leader de la location de bateaux entre particuliers. Bien qu'aujourd'hui on ait plus de 60% de nos clients qui soient des clients étrangers, on a toujours un bassin de navigation fantastique en France, en particulier sur la côte atlantique, en particulier en Bretagne, également en Méditerranée. Donc on a une croissance très très forte sur la France, y compris après 5 ans d'existence. On continue quasiment à doubler le nombre de nos locations en France, quasiment tous les ans depuis 2015. Bonjour François. Bon. Retour à Saint-Malo, où une famille suisse a loué le voilier de Jean pour une semaine. C'est la première fois qu'elle réserve sur cette plateforme. Une lampe torche solaire, une lampe torche aussi. J'en avais un petit peu marre des loueurs professionnels. Du coup, en utilisant Click & Boat, ça permet de trouver des bateaux de particuliers qui ont un peu plus de caractère et j'espère de meilleures propriétés de voile. Mais ça, on le dira à la fin de la semaine. Au niveau de tarif, c'est plus intéressant aussi? Honnêtement, ça se vaut. Globalement, c'est pas très différent. Car si certains particuliers pratiquent les prix du marché, d'autres en revanche proposent leurs bateaux à des prix défiant toute concurrence. Aux grandes dames des professionnels qui voient l'émergence de ces plateformes plutôt d'un mauvais œil. Maintenant, c'est un réel danger. C'est 10-15% du chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il faut réagir vite pour pouvoir reprendre la main.
Et certains ont déjà repris la main, comme Hey Captain, une plateforme nantaise dédiée aux seuls professionnels de la location. Rachetée par le groupe Beneteau à l'automne, elle s'est fondue dans Band of Boats. Elle propose 16 000 bateaux à la location en France et à l'étranger et défend la qualité d'un service que tous les particuliers ne sont pas à même d'offrir. Depuis 2017, Click & Boat propose elle aussi les bateaux des loueurs professionnels. Ils représentent près de la moitié des offres de la plateforme. Pour autant, si la croissance de ces startups a été très rapide ces dernières années, pourront-elles maintenir le cap dans un marché restreint où le flou juridique du début fait aujourd'hui place à une véritable réglementation semblable à celle des locations d'appartements sur Internet? Réponse dans les prochaines années. Voilà, nous sommes toujours dans Enquête de région, sur un bateau, dans le port des Sables d'Olonne. Et j'accueille mon nouvel invité, Jean-Marie Viette, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du pôle mer au groupe Ouest France et puis co-organisateur de la mer XXL. Ce sera du 29 juin au 10 juillet prochain à Nantes, au parc des expositions de la Beaujoire. Une immense exposition qui va nous permettre de découvrir quoi? En fait, on va décliner de manière qu'on espère spectaculaire, qu'on espère inédite, et qu'on espère ludique, pédagogique, une phrase assez simple qui est l'avenir de l'humanité est en mer. C'est la phrase de Jacques Perrin qui est ce grand cinéaste qui est le parrain de cette exposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre conscience que la mer est belle, qu'elle est dangereuse, mais qu'elle est surtout en danger? Oui, la mer, la vie est née dans les océans. Et si on n'y prend pas garde, elle risque d'y mourir. Et c'est très très important. En fait, on est quand même dans une situation très délicate, beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Et il est vraiment temps de réaliser tout ce qu'on doit faire pour sauvegarder les océans. Les océans, c'est beaucoup de nourriture, c'est beaucoup aussi, c'est le chef d'orchestre du climat. Le réchauffement, il n'y aura pas de climat terrestre en bonne santé sans océan en bonne santé. C'est vraiment le baromètre. C'est le baromètre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ressource halieutique, les poissons au fond de l'eau, quels que soient les océans, sont en danger. On parle souvent aussi de ce 6e continent, le continent plastique qui se développe à vitesse grand V au large de la Californie. Et il y en a d'autres plus petits, notamment entre l'Amérique latine et l'Afrique. Tout ça, il faut en prendre conscience, c'est en danger. Oui, il y a plusieurs problématiques. Il y a la première problématique d'ailleurs qui vient d'être relevée par l'ONU et d'autres organisations, c'est que la biomasse est en disparition. La biomasse marine, il y a eu une étude du WWF qui a dit que sur 30 ans, 40 ans, depuis les années 70, la biomasse marine a diminué de moitié. Il faut quand même se rendre compte de quoi on parle. Et donc ça, c'est évidemment très dangereux. Il faut savoir qu'il y a 1 milliard d'humains qui vivent des protéines, des ressources de la mer. Et alors, évidemment... La biomasse, on parle évidemment de ce qui est algues, végétation, etc. Et les poissons. Et les poissons. En fait, les deux vont ensemble. Et donc, il y a une situation qui est véritablement alarmante. Alors, vous avez parlé de la pollution. Le plastique, ça y est, enfin, il y a une prise de conscience internationale. Maintenant, c'est vrai qu'on fait beaucoup de progrès. Par exemple, l'Union européenne vient d'interdire tout ce qui est plastique utilisable une seule fois. Et c'est une bonne chose. Mais le plastique, le problème, c'est que ce qui est finalement le moins dangereux, c'est ce qui se voit. Les continents, les choses comme ça. Ce qui est très dangereux, c'est ce qui ne se voit pas. C'est ce qui devient microscopique, qui est avalé par toute la chaîne alimentaire, qui commence dans le plancton et qui termine dans les... C'est pour ça qu'on retrouve des plastiques dans les ventres des baleines qui échouent sur les plages. Mais il y a encore plus embêtant, c'est tout ce qu'on jette, nous. La mer, elle commence dans nos cuisines, dans nos éviers, dans nos égouts, tout ce qu'on jette comme médicaments, comme métaux. Ça veut dire que ça ne concerne pas uniquement les marins ou ceux qui sont dans la marine marchande et qui utilisent la mer comme moyen de transport, de locomotion ou de loisir. Ça commence aussi avec les terriens. D'après moi, j'ai pas de source scientifique pour dire ça, mais j'allais dire... Au pif, comme ça, la pollution marine, elle est à au moins 90%, elle vient de la terre. On parle aussi des porte-conteneurs, ces immenses bâtiments qui transportent des conteneurs par milliers, et certains échouent des fois, tombent à l'eau, etc. Ça pollue aussi beaucoup. Alors ça pollue, mais il faut savoir que à la tonne transportée, ça pollue au moins 10 fois moins qu'un camion, qu'une voiture. Le problème, évidemment qu'il faut avancer pour aller vers le gaz naturel liquéfié pour les porte-conteneurs,
sûr, aller même vers des solutions de propulsion avec des voiles modernes, des Mael. Il y a beaucoup de projets comme ça, mais ça ne remplacera pas totalement le transport. Non, là, et puis je crois que c'est tout un débat. C'est-à-dire, est-ce qu'il est raisonnable de faire transporter d'un bout à l'autre de la planète ce qu'on mange, ce qu'on produit? Voilà, c'est toute une chaîne en fait de prise de conscience. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent là en ce moment? Quels gestes on peut faire quotidiennement, bien qu'on soit à terre, chez soi, pour aider la mer à aller mieux? Bah déjà, ne pas acheter de médicaments dans l'évier, ne pas acheter, si on a l'occasion, des métaux, tout ce qui peut être polluant. Faire très attention aussi quand, on va à la plage. À la plage, si vous allez faire un pique-nique sur la plage et que vous avez des couverts en plastique, des choses comme ça, ça va finir dans la mer. Les crèmes à bronzer. Entretenir la terre, c'est prendre soin de la mer. C'est un peu ce que vous nous dites. Ah mais c'est très clairement ça. Et surtout, si vous preniez soin de la mer, vous avez peut-être une chance que la terre soit en bonne santé. C'est impossible autrement. C'est-à-dire que le réchauffement climatique dont on parle, c'est bien les activités terrestres qui le font. L'océan produit la moitié de l'oxygène et absorbe un tiers de la chaleur et des CO2. Je veux dire, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'océan est en train de se réchauffer, donc de s'acidifier. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Les coraux sont en train de mourir, les glaçons fondent, et donc il y a une hausse aussi du niveau de la mer. On a bien pris conscience. Merci beaucoup Jean-Marie Biette, co-organisateur de la mer XXL. Ce sera du 29 juin au 10 juillet pour découvrir aussi, parce que c'est ça aussi, la beauté de ce paysage toute l'année, quelles que soient les couleurs, quelles que soient les températures et quelle que soit la météo, bien évidemment. Un petit truc justement pour tous les marins que vous êtes peut-être et qui consommez de la mer, puisqu'on a abordé ce thème, un petit truc pour amarrer votre bateau sans prendre de risque, sans vous coucher sur le pont au risque de tomber, au risque d'avoir un accident. Regardez, ça s'appelle la perche Roseau, c'est une petite start-up de La Baule qui vient de développer ça, notamment son concepteur Arnaud Letor. Eh bien une perche avec un anneau pour être à hauteur d'homme, capable d'amarrer son bateau. Voilà la perche Roseau. Alors si cette émission vous a plu, vous a appris des choses, vous a fait prendre conscience de l'importance de la filière nautique en région Pays de la Loire, et bien tant mieux, notre objectif est atteint. Et maintenant, en mer, à quai, sur la plage, chez vous, puisqu'on vient d'en parler avec Jean-Marie Biette, eh bien à vous de savoir comment vous voulez profiter et entretenir la mer. À très bientôt.